Et bienvenue dans la suite du corrigé de l'examen blanc numéro 4. C'est un examen du lycée d'excellence. Donc je corrige la deuxième partie qui est la partie concerne les ondes et le nucléaire. Juste auparavant, il y avait une petite erreur dans la première partie de notation. En fait, la concentration massique, c'est la masse de soluté divisée par le volume de solution. L'unité, c'est kilogramme par litre. La concentration molaire, bien sûr, c'est le nombre de moles divisé par le volume de solution. Or, le nombre de moles, c'est tout simplement la masse de soluté divisée par la masse molaire. Donc, si vous remplacez la masse de soluté par N sur le volume de soluté multiplié par la masse molaire, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça, c'est quoi? C'est tout simplement la concentration molaire. Donc, la concentration massique, c'est la concentration molaire fois la masse molaire et non pas divisée. Comme j'ai précisé, bon, j'avais confondu les indices petit m et petit m. D'accord? Donc voilà, cette précision est faite. Donc je reviens sur la deuxième partie de cet examen. On va parler un peu du contrôle de qualité d'un huile alimentaire commerciale. Vous achetez un litre d'huile d'olive. Vous voulez savoir, est-ce que ce huile d'olive, il est pur à 100% ou bien il contient, par exemple, l'huile de table. Cet exercice va nous permettre d'étudier une méthode qui permet de savoir combien de millilitres de l'huile de table qu'on a mélangé avec ce litre de l'huile d'argan ou bien l'huile d'olive. Donc vous allez voir l'utilité des ultrasons en particulier. Eh bien on va faire, vous avez ici une cuve qui contient je ne sais pas si... Voilà, une cuve qui contient l'huile d'argan et une cuve qui contient l'huile d'olive. Donc, on va prendre même dimension, 0,2 mètres. Vous avez ici un transducteur. C'est quoi un transducteur? C'est un émetteur des ultrasons. Émetteur d'ultrasons. Et quand l'onde va démarrer ici, il va trouver une première barrière, elle va être réfléchie. Ça, c'est l'écho 1. Et on va détecter un premier écho, écho 1. Et une partie de l'onde va traverser l'huile d'olive, il va trouver ici une autre barrière, il va être réfléchi. Et quand il va être reçu ici, on va détecter l'écho 2. Donc l'écho 1, c'est l'écho de l'onde qu'on a reçu une fois qu'il est réfléchi sur la première barrière. Et l'écho 2, c'est l'onde qu'on a reçue une fois qu'il est réfléchi à travers la deuxième barrière. Bien, comme ça, vous avez compris au moins ce que c'est que ce schéma-là. Ça, c'est les ultrasons. Ce sont les ondes qu'on envoie. Donc, c'est un pulse, ensuite un deuxième pulse, et ainsi de suite. Donc, c'est un pulse ultrason, c'est une onde d'une courte durée qui contient plusieurs signaux, d'accord, mais d'amplitude différente. Donc, la première question, c'est de nous dire qu'est-ce que c'est qu'une onde sonore et une onde ultrasonore. Bon, c'est le même type d'onde, la seule différence, c'est le domaine de fréquence. Les ondes sonores, l'être humain les entend, c'est entre 20 Hz et 20 kHz, parce que vous savez que les animaux possèdent d'autres domaines qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et les ultrasons, ce sont les ondes dont la fréquence est supérieure à 20 kHz. Ça y est, on ne peut plus entendre, l'être humain ne peut pas entendre ces sons, et on les appelle des ultrasons. Question, on nous demande de vérifier que la fréquence de ces ultrasons, c'est 20 MHz. Eh bien, il suffit de voir ce signal-là. On vous donne ici 0,2 microsecondes, c'est le temps entre là et là. Donc, on va voir entre ce temps-là et ce temps-là, combien de périodes. Une période, c'est le temps entre deux maximums. Donc, voilà une première période, voilà une deuxième période, voilà une troisième période, et voilà une quatrième période. Donc, ce temps-là correspond à 4 périodes. Et ceci permet de déterminer la fréquence. Donc, 4 périodes, c'est 0,2 moins 6. Donc, une période, c'est 0,2 divisé par 4. 0,2 divisé par 4, c'est 20. 0,2, c'est 20 10 moins 2. Donc, ça devient 20 10 moins 8. 20 sur 4, c'est 5. Donc, la fréquence, c'est 1 sur T. 1 cinquième, c'est 0,2. 10 puissance 8, c'est 20 10 puissance 6. Donc, c'est 20 MHz. 1 MHz, c'est égal à 10 puissance 6 Hz. Voilà pour la première question. Bien. Deuxième question. Déterminer la vitesse de ces ultrasons dans l'huile d'olive et dans l'huile d'argan. On connaît la fréquence, mais il nous faut un autre paramètre. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette courbe-là,
Donc ça, c'est le temps qu'a mis l'onde pour parcourir, pour en aller. Il va être réfléchi à la surface qui sépare l'huile d'argan et l'huile d'olive. Il va être reçu. Donc ça, c'est en fait le temps qu'a mis l'onde pour parcourir combien? Une distance 2 fois LH argan. D'accord? Ensuite, l'onde va continuer. Il va revenir et il va parcourir. Donc, il a parcouru ici l'aile d'argan. Donc, cette distance, soit vous dites cette distance, c'est 2 fois LHO, ou bien tout ça, c'est 2 facteurs de LHO plus LHA. D'accord? D'accord? Cet écho-là. D'accord? C'est l'onde reçue une fois qu'il est réfléchi sur la surface qui sépare l'huile d'argan et l'huile d'olive. Il y a une autre partie de l'onde qui va continuer son chemin. Il va être réfléchi ici et il va revenir ici. Donc, si j'enlève cette partie-là, c'est qu'on correspond à ce temps-là. Donc, ce temps-là, c'est-à-dire la différence de temps entre l'écho A et l'écho 2, correspond à 2 fois la distance LHO. Et avec ça, on va déterminer les vitesses. Bon, donc on va dire que tout simplement la vitesse dans l'huile d'argan, c'est 2 fois LH argan divisé par taux. D'accord? Donc je reprends ici. Vous avez un premier pulse. Et ce pulse, vous avez ici le transducteur. Il va émettre une onde. Il va être réfléchi ici. Et ça, c'est LH argan. Voilà. Donc, vous remplacez tout simplement. Vous avez LHO, vous avez taux d'après la courbe. Donc, vous pouvez déterminer directement. Donc, je remplace par les applications numériques. Donc, 2 fois la longueur, c'est 0,2. 2 fois 0,2. Et taux, il est donné par 248 microsecondes 10-6. Ce calcul va vous donner une vitesse de 1612 mètres par seconde. Même chose, vitesse de l'huile d'olive, comme j'ai dit, soit vous dites 2 fois LHO aussi, 2 fois l'huile d'olive, divisé par, donc vous avez un deuxième écho, divisé par uniquement ce taux-là, ce taux, hein, d'accord? Ou bien, on va dire tout ce taux-là, mais divisé par 2 fois facteur de LHO plus LHA. Donc on va dire divisé par 498,6 moins 248, 10 à la puissance moins 6. Et ça va vous donner 1596 mètres par seconde. Donc à peu près une c'est 1600, l'autre c'est combien? C'est 1612. Donc 1600, 1612. Donc si on compare les courbes, donc ça les purs, vous voyez bien ici c'est à peu près 1600, là c'est au-delà de 1615. Donc, plutôt, celle qui est à peu près de 1600, c'est la courbe B. Donc, la courbe B qui est 1600, c'était quoi? C'est l'huile d'olive. Donc, la courbe B, c'est l'huile d'olive. Donc, celle-là, ça correspond à l'huile d'olive. Et ça, c'est l'huile d'argan. Bien. D'après les vitesses, lorsque le pourcentage de l'huile de table est égal à 0. Donc, c'est plus proche de... pour l'huile d'olive, c'est plus proche de 1600 que de 1612. Bien. Donc, les deux courbes représentent la variation de célérité des ultrasons en fonction du pourcentage de l'huile d'olive. Suivant combien on a mélangé, la vitesse change. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de connaître la vitesse de l'huile commerciale et par projection, par exemple, si je connais, là on vous donne la vitesse de l'huile commerciale 1590, voilà je note 1590, par projection, on peut déterminer le pourcentage de l'huile de table. D'accord? Donc cette huile, la vitesse de l'huile commerciale, est-ce qu'elle est pure? Donc vous voyez bien, elle n'est pas pure. Pour qu'elle soit pure, soit elle est proche de 1600, soit 1612, donc elle n'est pas pure. Donc elle est mélangée, l'huile d'olive n'est pas pure. Donc il contient un pourcentage de l'huile de table. D'ailleurs, la question 2, on vous dit, calculez le volume de l'huile de table que contient 1 litre de l'huile contrôlée. Dans la masse volumique de l'huile contrôlée, la masse volumique de l'huile de table. Bien. Donc là,
il faut faire attention un petit peu. Donc, d'après ce tableau, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire le pourcentage de l'huile de table. Vous voyez bien, c'est à peu près 30%. Bien. Première chose, je vais déduire le pourcentage de l'huile de table, c'est égal à 0,3. Et ça, c'est par définition, c'est la masse de l'huile de table sur la masse de l'huile commerciale. Donc, combien de l'huile de table contient donc, on a dit combien de l'huile de table contient l'huile commerciale. Donc, on va raisonner sur 1 litre. 1 litre de l'huile commerciale. D'accord? Sur 1 litre. Donc, sur 1 litre, je vais calculer la masse de l'huile de table que contient 1 litre. Donc, la masse de l'huile de table, c'est égal. La masse de l'huile de table, c'est égal à combien? À 0,3 fois la masse de l'huile commerciale. 1 litre de l'huile commerciale. Or, 1 litre de l'huile commerciale, est égal à combien? Donc, ρ, c'est la masse de l'huile commerciale divisée par le volume de l'huile commerciale. Si le volume de l'huile commerciale est égal à 1, la masse de l'huile commerciale est égale à ρ. D'accord? Et ça, ρ de l'huile commerciale, c'est 885 grammes par litre. Donc, ça me donne 1 litre de l'huile commerciale. Je sais qu'elle contient 885 grammes. D'accord? Bien. Je connais. Donc, si 1 litre de l'huile commerciale, je peux déterminer la masse de l'huile de table qu'il contient. Donc, la masse de l'huile de table qu'il contient, c'est 0,3 multiplié par 885. Et ça va vous donner 265,5 grammes. C'est-à-dire, à l'huile commerciale, donc contient 1 litre de l'huile commerciale. Voilà. Il contient l'huile de table ici, il contient une masse de l'huile de table de 265,5. Mais ce qu'on nous demande, c'est le volume de l'huile de table. Donc le volume de l'huile de table, c'est ρ de l'huile de table fois la masse tout simplement de l'huile de table. Et ça vous donne 256 multiplié par 0,895 et ça vous donne 229 millilitres. Donc cette huile d'olive n'est pas pure, donc 1 litre de l'huile d'olive commerciale, il contient en fait 229 millilitres de l'huile de table. Donc, marchouche. Ah, d'accord? Voilà, donc il n'est pas pur et on a pu déterminer exactement combien elle contient. Bon, voilà pour cette partie. Maintenant, on va passer à un exercice sur les nucléaires. Bon, pas trop le nucléaire, il y a beaucoup de calculs. Je vais vous donner essentiellement les principes. Donc, on vous dit l'état naturel. L'élément d'uranium contient 2 isotopes, en abondance isotopique 99,3 et 0,7%. L'isotope est très peu radioactif, il conduit à la formation d'un noyau de plomb par suite à des désintégrations successives, ce qu'on appelle une famille radioactive. L'isotope 235, lui, radioactif, représente le seul noyau fissile existant à l'état naturel. Il sert de combustible dans les réacteurs à explosifs de l'arme atomique. Bon. Des analyses effectuées sur la date T sur plusieurs échantillons pris à de différents endroits d'une mine d'uranium de Clos au Gabon ont déterminé le résultat suivant. On vous donne le nombre total, on prend l'échantillon qui contient l'uranium, on détermine la quantité de plomb, la quantité d'uranium et on fait le rapport à un instant T. Et l'abondance isotopique de l'uranium dans quelques endroits de cette mine est très inférieure à 0,7%. On veut exploiter ces deux données. Exploitation de la mesure A. Suite à une série de désintégrations de type alpha et bêta, l'uranium 238 se transforme en plomb selon l'équation suivante. Bon, on vous donne T1,5, déterminer XY. Bon, là, XY, il faut faire juste la conservation de Z et de A. Et vous allez trouver X égale à 8, je crois, et Y égale à 2. Bon, on va vérifier, vous écrivez juste 238 égale à 206 plus 4x et vous avez 92 égale à 82 plus 2x moins y. Et ça vous permet de déterminer xy. Bien.
En s'aidant du diagramme d'énergie cyclantre, comment travailler avec ce diagramme? Calculer l'énergie de liaison par nucléon des deux uraniums. Bien, je vous rappelle que l'énergie de liaison, on va commencer par exemple, on va calculer d'abord l'énergie de liaison. L'énergie de liaison d'un noyau XZA, d'une façon générale, c'est Z fois la masse du proton, plus A moins Z fois la masse du neutron, moins la masse du noyau, fois 931 oméga électron-volt, ou ça dépend ce qu'on veut. Donc l'énergie de liaison de l'uranium, bon, j'ai fait ce calcul, l'énergie de liaison de l'uranium 92 235, ça sera 92 la masse du proton, plus 235 moins 92, c'est 146, la masse du neutron, moins la masse de l'uranium 235, 238 ici, pardon, c'est 235, 92, donc vous voyez, il y a une erreur ici, c'est 238, je commence par 238 parce que 146 c'est 238 moins 92, multiplié par bien sûr 900 et quelques méga électron-volts, d'accord? Donc ça c'est l'énergie de liaison. Défaut de masse ou bien défaut de masse face C carré. Maintenant on ne va pas utiliser ça, on va utiliser le diagramme. Donc il nous faut 92, donc vous revenez au diagramme, vous avez 92. Vous avez la masse du noyau d'uranium 238, 80. Vous avez ici 143 plus 92, mais non, on a besoin de 146. Donc je veux prendre ce terme-là, on va l'ajouter à celui-là. Donc je l'appelle E1, E2 et E3. Donc l'énergie de liaison de l'uranium 238, ce sera E1 plus E2 moins E3. Voilà. Parce que E1 plus E2 va vous donner 192 la masse du proton, plus 146 la masse du neutron, moins la masse de l'uranium 238. Donc vous faites E1 plus E2 moins E3. Et donc on va faire, donc c'est égal E1 plus E2 moins E3. Bon, sauf erreur, vérifiez, j'ai trouvé 1820 méga électron-volts. Donc l'énergie de liaison par nucléon, c'est 1820 divisé par 238, ça fait 7,64 méga électron-volts par nucléon. Bien, la même chose, l'énergie de liaison de l'uranium, cette fois-ci 235, ça sera 92 la masse du proton, plus 143 la masse du neutron, moins la masse de l'uranium 235 fois bien sûr C carré. Donc si on va utiliser le diagramme, qu'est-ce qu'on va faire quoi? Donc 143, donc ça sera E1 moins E4 tout simplement. Donc ça sera E1 moins E4. E1, ça c'est voilà, ça sera E1 moins E4. Vous avez 92 plus 143 moins la masse d'uranium. Donc E1 moins E4 directement l'énergie de liaison. Donc c'est E1 moins E4. Et ça va vous donner 1800 méga électron-volts. Donc l'énergie de liaison par nucléon, il faut diviser ça par 235 et vous avez trouvé 7,66 méga électron-volts. Donc vous voyez bien que le noyau le plus stable, celui qui a l'énergie de liaison par nucléon est la plus grande. Donc l'uranium 235 est plus stable que 238. C'est normal. Plus le noyau est volumineux, moins il devient stable. Bien. Question suivante. On vous dit maintenant, on considère comment de la formation de mine le contient de calculer l'âge de cette mine. Eh bien, quelles sont les données? Les données, l'âge de cette mine, on a cette donnée-là. On a le nombre de noyaux du plomb à un instant T sur le nombre de noyaux d'uranium, c'est 0,35. À partir de cette donnée, il faut connaître l'âge de l'échantillon. Donc, je rappelle le principe de la datation d'une roche. Donc, à T égale à 0, on suppose qu'il ne contient que de l'uranium. Donc, on ne connaît pas combien il contient à T égale à 0. À un instant T, on prend une roche. On détermine combien elle reste, le nombre restant
N, combien elle contient d'uranium à l'instant T, combien il contient de plomb à l'instant T. Ça, on peut le faire. Donc, sans connaître T0, comment déterminer l'âge? Eh bien, on utilise la propriété que N0, on suppose que tout l'uranium qui contient la roche à T égale à 0, soit c'est une quantité qui reste, ou bien il désintègre. C'est-à-dire la roche contient un certain N0, donc une partie, il y a l'uranium qui reste, et tout le reste, bien sûr, c'est le noyau désintégré. Bon, on peut diviser ici par, donc N0 est égal, on va diviser par le nombre d'uranium partout sur NU, le nombre d'uranium à l'instant T, c'est 1, plus, et NPB sur NU, c'est R. Or, le nombre d'uranium restant à un instant T, c'est N0 exponentielle moins lambda T. Ça veut dire N0 sur, c'est exponentielle lambda T, est égal à 1 plus R. Et c'est ça l'équation de base qui permet de dater les échantillons connaissant le rapport. Donc, lambda T est égal à Ln de 1 plus R. Et donc, T, c'est Ln de 1 plus R divisé par lambda, qui est Ln de 2 fois T1,5. Voilà la formule générale de la datation. Bon, je vous laisse le soin faire ce petit calcul. Vous allez trouver, je vous soin de vérifier le calcul, que T est égal à 0,43 T1,5. Et vous pouvez calculer le reste. Bon, question suivante. Bien, maintenant l'interprétation de la mesure B. Donc le résultat interprété par une fission nucléaire naturelle identique à celle qui se produit par induction dans les réacteurs nucléaires, cette fission naturelle. Donc pourquoi l'abondance de l'uranium 235 est faible? Parce qu'une partie de l'uranium va réagir avec les neutrons cosmiques pour donner ces noyaux-là. D'accord? Calculer l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium. Bon, là, je vous laisse le soin de calculer l'énergie libérée par la fission d'un noyau. Un noyau, c'est delta M fois C carré. Et puisque delta M est donné en unité, donc vous calculez delta de M en unité de masse atomique et vous allez le multiplier par 931,5, le résultat en méga électron-volt. Bien sûr, delta M, c'est la masse de Sm plus la masse de zinc plus 2 fois la masse du neutron, 3 moins 1, moins la masse d'uranium. Beaucoup de calculs, je vous laisse ce soin de faire ce petit calcul. Bon, ça, on suppose qu'on le connaît. Ça, c'est l'énergie libérée par un seul noyau. Je l'appelle ELIB. Par un seul noyau. Maintenant, si on considère que l'énergie nucléaire produite se transforme intégralement, c'est-à-dire le rendement est égal à 100%, en énergie thermique, sous forme de chaleur, avec une puissance de 1000 kW, donc je rappelle la puissance c'est l'énergie sur le temps, calculer la masse d'uranium consommée par ce réacteur en une année. Donc il suffit de déterminer l'énergie que va produire ce réacteur en une année, donc l'énergie ce sera la puissance fois le temps c'est une année, donc on va déterminer l'énergie d'une année de réacteur, un an, c'est égal à la puissance fois temps. Temps, c'est une année, il faut le transformer en secondes. Une année, c'est 365, enfin ainsi de suite. D'accord? Donc la puissance en watts, ça en secondes, le résultat, ça sera en joules. Très attention, en joules. Il faut transformer le joule en méga électron-volt. Donc vous avez 1 électron-volt, c'est égal à 1,6, 10 à la puissance moins 19 joules. Donc 1 méga électron-volt, c'est 1,6, 10 à la puissance moins 13 joules. Donc 1 électron-volt, 10 moins 6, 10 moins 6, 10 moins, voilà, joules. Donc là, vous allez trouver d'abord cette énergie-là en méga électron-volt. Après, vous allez faire simple règle de 3. Vous dites un noyau nous donne une énergie E libre qu'on a calculée tout à l'heure par delta M fois X. Donc X noyau, bien N noyau, va donner E, cette énergie-là qui est obtenue en une année. Donc la seule chose, il faut l'énergie que vous allez obtenir, parce que le watt multiplié par seconde, c'est le joule. Il faut la transformer en méga électron-volt. Après, une fois que vous avez trouvé N, vous allez déterminer le nombre de mol qui est égal à N sur le nombre d'Avogadro. Et ça, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, petit m, c'est N sur le nombre d'Avogadro fois la masse molaire. Avec ça, vous allez déterminer la masse
du réacteur, la masse consommée par le réacteur en une année. Donc bien sûr, ici, on suppose que le rendement est 100%. Si jamais on vous dit, par exemple, avec un rendement égal à 40%, par exemple, je rappelle, le rendement, c'est l'énergie électrique sur l'énergie nucléaire. D'accord? Donc, soit, si on vous donne le rendement, soit on vous donne l'énergie électrique, soit l'énergie nucléaire. Il faut déterminer, bien sûr, l'énergie nucléaire. Donc, si on vous donne l'énergie électrique, par exemple, et le rendement, l'énergie nucléaire, ce sera l'énergie électrique divisé par le rendement. L'énergie électrique, faites très attention, énergie électrique divisé par le rendement. D'accord? Si on vous donne, de toute façon, vous avez ça. Donc, avec le rendement, vous pouvez déterminer l'énergie nucléaire. Le reste, c'est le même calcul. Donc, voilà pour cette deuxième partie qui contient beaucoup d'informations sur les ondes, sur les nucléaires. J'espère que l'explication est très claire. Je vous demande bien sûr, si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, de me laisser un petit commentaire, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour le corrigé de la suite.